electronic batteries continues to grow, the DRC's mining wealth in resources like cobalt, coltan, and lithium presents a unique opportunity for top mining companies. The energy sector holds potential for renewable power, such as hydroelectricity and solar power. The DRC's recent economic growth, driven by strong commodity exports and private investment, has led to a favorable outlook for the coming years. However, the country's economy remains vulnerable to fluctuations in commodity prices and geopolitical conflict, making it crucial to maintain socioeconomic and macroeconomic stability while intensifying the ongoing reforms for sustainable and inclusive growth. As we discuss these market opportunities today, we will also consider the benefits of building an export market for the DRC to the UAE. With us today, we have Honorable Marie Jeka Opombo, the DRC Ambassador to the United Arab Emirates. We have Honorable Rashid Al-Taneji, the Director of Trade Promotion from the Ministry of Economy of the UAE. We have with us Honorable Marcel Kanda, the Chief of Staff of the Minister of Planning for the DRC. And we hope to have with us Honorable Jean-Lucien Boussard, the Minister of Foreign Trade from the DRC. And when he's here, we will let you know. Along with that, we also have the Governor of South Ubangi, Mr. Jean-Claude Mabenze, Governor of North Ubangi, Mr. Malu Mobutu, Governor of Central Congo, Mr. Guy Bandu, Governor of Bas Uele, Mr. Jean-Robert Nzanza Bombiti, and the Vice Governor of Central Kasai, Mr. Martin Makita. I will leave the floor to the Honorable Ambassador from DRC to give the opening remarks. But what I would request is for those who need translation to please pick up their translation devices in the back. Thank you. Good morning, everyone. Mr. Director, welcome to join us, Mr. Rashid. We are happy to have you here. Excellences, Messieurs les gouverneurs, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Tout d'abord, je me réjouis du prix de la meilleure agence de promotion d'investissement de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Ah, ok, thank you. Décerné à la NAPI avant-hier et qui fait notre fierté. Je suis particulièrement ravie de prendre la parole aujourd'hui pour parler notamment de l'état de relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis, à l'occasion de ce forum sur la présentation des opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude envers nos hôtes, les Émirats arabes unis, pour leur soutien continu en faveur du développement économique et social de notre pays. La vision portée par le président de la République et chef de l'État, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui j'exprime respectueusement l'expression de mes hommages les plus déférents, est celle de faire de la République démocratique du Congo, ce vaste pays au centre de l'Afrique, l'une des destinations majeures des investissements en Afrique. Un véritable hub logistique et financier au cœur du continent africain. Et pour cela, la RDC peut compter sur l'amitié et la coopération d'un pays frère, les Émirats arabes unis. En effet, les relations diplomatiques entre la RDC et les Émirats arabes unis ont toujours été cordiales et amicales. Les deux pays partagent des valeurs communes de respect mutuel, de coopération et de solidarité. Ces dernières années, ces relations ont connu un nouvel élan grâce aux efforts des deux gouvernements pour renforcer leur partenariat stratégique et économique. L'année dernière,
La visite du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux Émirats arabes unis a permis de renforcer encore davantage nos liens bilatéraux, en particulier dans les domaines du commerce, de l'investissement et de la coopération technique. À cette occasion, des accords importants avaient été signés pour renforcer la coopération dans les secteurs de l'énergie, des mines, de l'agriculture et de la santé. Permettez-moi de signaler ici que, tout récemment, comme je l'ai mentionné hier, nous avons eu le privilège et l'honneur de remettre à son Excellence Cheikh Chakbout Nahyan Al Nahyan, ministre d'État aux Affaires étrangères émirati, les instruments de ratification signés par son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ces accords portaient sur l'accord sur la promotion et la protection mutuelle des investissements, l'accord sur l'élimination de la double taxation à la douane, ainsi qu'un mémorandum d'entente pour l'établissement d'une commission mixte entre les ministères des Affaires étrangères de nos deux pays. Les 10 accords avaient été signés par les 2 chefs d'État en octobre 2021 à Dubaï. Et c'est à son retour chez nous au pays que le président de la République, son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la sage décision d'ouvrir une ambassade à Abu Dhabi. Respectant le principe de réciprocité prôné par la Convention de Vienne, les Émirats arabes unis viennent d'installer leur ambassade à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je suis heureuse de constater que les échanges commerciaux entre nos deux pays ont connu une croissance significative. Les Émirats arabes unis sont devenus l'un des principaux partenaires commerciaux de la RDC dans la région du Golfe, avec des échanges qui se sont élevés à plusieurs centaines de millions de dollars en 2021. En ce qui concerne les investissements, nous constatons une augmentation notable de l'intérêt des investisseurs émiratis pour la RDC, notamment dans les secteurs de l'énergie, des mines, de l'agriculture. Nous sommes heureux de constater que de plus en plus d'entreprises émiraties sont en train de s'intéresser aux opportunités d'investissement en RDC et nous nous engageons à les accompagner dans leurs projets. Outre le projet de construction du pont en eau profonde de Banana, dont les travaux sont en cours de réalisation par la firme DP World, nous avons noté à titre d'illustration le partenariat commercial scellé entre les Émirats arabes unis et la République démocratique du Congo pour un transfert certifié de l'or équitable entre les deux pays afin de stopper le trafic de l'or du sang qui prospérait dans la région et alimentait les groupes armés qui ont longtemps sémé la terreur et la désolation dans cette partie est de la RDC. Transparence inédite, encadrement social et volume, tels sont les maîtres mots de notre partenariat dans ce domaine. Pour ce qui est de la traçabilité, comme son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce extérieur l'avait souligné hier,
Une joint venture a été créée pour l'occasion. Primera Gold DRC SE détient 55% des parts pour les Émiratis et 45% c'est pour la République démocratique du Congo. Le symbole de cet accord, 28 kilos d'or certifiés, ont été expédiés en janvier dernier lors d'une cérémonie à Kinshasa. Nos deux pays espèrent arriver à terme à un transfert total de 15 tonnes d'or certifiées par an. Les entreprises émiraties devraient désormais considérer la RDC comme un lieu attrayant pour les investisseurs, leurs investissements et le commerce. Les entreprises qui envisagent d'investir ou de commercer entre les Émirats arabes unis et la RDC peuvent bénéficier d'une aide précieuse. Les entreprises émiraties disposent de capacités et de technologies de pointe dans les secteurs pour lesquels la RDC recherche des investisseurs. Il s'agit notamment de l'exploitation minière, des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, et des services professionnels. Les deux pays se sont engagés à améliorer leurs relations commerciales. Le rôle de l'ambassade est de faire en sorte que cela devienne une réalité. Une personne m'avait abordé hier pour s'enquérir des problèmes liés à l'obtention d'un visa auprès de l'ambassade pour entrer en République démocratique du Congo. Je lui ai donné l'assurance de notre accompagnement et d'un service rapide et de qualité en ce qui concerne la délivrance de visas. Je voudrais réaffirmer notre engagement à œuvrer davantage au renforcement des relations diplomatiques et économiques entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. Nous sommes convaincus que nos deux pays ont beaucoup à gagner en travaillant ensemble pour promouvoir le développement économique et social, la paix et la stabilité dans notre région et dans le monde. Soyez les bienvenus en République démocratique du Congo, le pays qui fait battre le cœur de l'Afrique. Je vous remercie. Thank you, Honorable Ambassador. Now, may we ask Honorable Rashid Al-Taneji to speak a little on the aspect of trade between the Ministry of Economy and UAE, and thereafter we can end up having a discussion, in-depth discussion with the Chief of Staff from the Ministry of Planning. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Very good morning to you. It's a great pleasure for me to be here with you today. UAE and DRC enjoys exceptional bilateral relation, and we are looking forward to develop the bilateral relation between the two countries. Our trade grew last year for 25% comparing to the year before. Our bilateral trade almost reached to $2 billion in the last 2022. We are in UAE sixth largest exporter for DRC, and we are the fifth importer globally as well. UAE is the fifth trading partner for DRC globally, and out of Africa we are third after China and Singapore. Those figures shows the importance of our relation and how we are working closely in developing this relation. Our bilateral trade and investment is promising, and we are looking forward to further development in this sector of investment and trade and logistics.
the sky is high and the limits are not there. We have very important allies and bilateral possibilities in terms of mining, in terms of logistics. DRC is in the heart of Africa, and it is a path to connectivity with Africa and with all the potential in terms of mining, in terms of logistics, in terms of, let's say, restructuring, let's say, the whole mining industry in Africa. This will help the bilateral relations, especially that UAE today is one of the trading hubs in terms of diamond, gold, precious metals, coffee, tea, other commodities. UAE is very much working on a beneficial status or situations where both countries can benefit from this. We at the Ministry of Economy looking forward to further put you in contact with the business opportunities available in UAE and to look also for potential partners for the investment opportunities available in DRC. So we are inviting everyone here to communicate further and to talk with us as a ministry or with any other entity in UAE. We are in a close coordination with the Ambassador, Her Excellency, and we are looking forward for more exploration for the investment opportunities and trade opportunities. If there are anything that if there is anything that we can do as at the Ministry of Economy, we are very much open for that. UAE changed the laws in the past few years. We changed our commercial law. Now companies are established with 100% ownership in the mainland as they are in the free zones. UAE has started the CEPA agreements with the other countries. We signed with India, we signed with Indonesia, we signed with Israel, we signed with Turkey. We are in the pipeline of signing with some other countries. Africa is also in the pipeline of discussion for the Comprehensive Economic Partnership Agreement. This opens very broad possibilities for all the investments, all the trade, and all the opportunities will be beneficially for both sides. Where once again, I confirm that we as a ministry would like to explore more opportunities, and we are inviting the business community to talk with us or with any entity in UAE, and where there is room for development, we are looking forward to further explore those opportunities. Thank you, and all the best. Thank you, Honorable Taneji. Now may I ask Honorable Marcel Kanda, the Chief of Staff of the Minister of Planning for the DRC, to give a few words. Excellences, Mesdames et Messieurs, en votre titre et qualité, avant toute chose, nous voulons d'abord présenter les excuses du chef de la délégation de la RDC, Son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce, qui devait en principe être avec nous à la dernière minute. Il a connu un conflit d'agenda. Prière accepter ses excuses. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à cet événement d'aujourd'hui qui s'inscrit en marge de la 12e réunion annuelle des investisseurs qui se tient à Abu Dhabi, dans le pays des Émirats unis, Arabes unis. Ce beau pays, qui a connu une transformation structurelle miraculeuse, inspire plusieurs pays. Et l'événement de ce jour s'articulera autour d'un thème important, à savoir stimuler les opportunités d'investissement en RDC à travers les provinces. Hier, nous avons eu l'occasion d'écouter ou de participer à plusieurs événements qui nous ont présenté les opportunités d'investir en RDC. RDC qui a été présenté comme un pays vaste, avec un vaste marché, d'une population environ 100 millions, avec beaucoup de potentialités minérales,
agricole, halieutique, hydraulique, touristique, forestière et énergétique. Face à ces potentialités, la RDC a une ambition, une vaste ambition, et a décrit sa trajectoire de développement de devenir un pays à revenu intermédiaire à l'horizon 2030 grâce à la transformation de l'agriculture. Ensuite, atteindre le statut de pays émergent en 2040 grâce à la transformation de l'industrie, l'agriculture qui offrira des intrants pour une transformation à travers la création de chaînes de valeur. À l'horizon 2030, devenir pays émergent. Et enfin, atteindre le statut de pays développé en 2050 grâce à une accumulation de connaissances. Cette ambition peut se résumer dans sa vision de développement qui est clairement consignée dans le plan national stratégique de développement de la RDC qui stipule le potentiel minéral et agricole de la RDC aurait été mis en valeur en 25 ans de manière à bâtir une économie diversifiée à croissance inclusive et émergente de manière à vaincre la pauvreté. Pour y parvenir, il est clair que la RDC a engagé plusieurs réformes dans plusieurs secteurs, des réformes structurelles pour parvenir à une transformation structurelle dans plusieurs secteurs pour stimuler les investissements massifs dans les infrastructures, dans le secteur agricole et dans plusieurs autres programmes et plus particulièrement dans des mesures tendant à améliorer le climat des affaires pour attirer plus des investisseurs. Comme vous le savez, le développement a un prix et l'ambition de la RDC, c'est une ambition très importante et pour atteindre cette ambition, on a besoin de financer le développement. Et pour financer le développement, aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour présenter les différentes opportunités d'investissement de manière à ce que la RDC ait le financement de son développement. Ainsi, l'événement de ce jour va essentiellement porter sur la présentation des investissements au niveau de nos provinces. Voilà pourquoi, dans la délégation, nous avons été accompagnés par les différents gouverneurs. Ici, notamment, nous avons le gouverneur du Congo central qui va nous présenter. Nous avons le gouverneur du Nord Ubangui, le gouverneur du Sud Ubangui, mais également le gouverneur du Bas Ouélé, qui vont essayer de présenter très succinctement le contexte de province qu'ils dirigent, mais également les différents défis auxquels ils font face, sans oublier les opportunités d'investissement qui s'offrent dans leurs différentes provinces. Je voudrais rappeler ici que la RDC est un vaste pays avec plus de 2 345 000 km² et ce pays s'est inscrit à opter, si vous le voulez, la décentralisation comme mode de gestion. Voilà pourquoi nous voulons, à travers les différentes présentations de gouverneurs, essayer de parler des opportunités qui s'offrent à nous. Donc, ils auront au maximum, chacun en ce qui le concerne, 5 à 6 minutes maximum pour présenter ces potentialités, en se focalisant beaucoup plus sur des investissements structurants et intégrateurs qui permettront de booster les économies dans les différentes provinces pour atteindre la vision de développement de notre pays. Voilà, en résumé, ce sur quoi va porter les interventions d'aujourd'hui. Et je voudrais une fois de plus vous souhaiter la bienvenue à cet événement. Et nous allons, avec le modérateur, ensemble, jouer un rôle important, un rôle catalytique, mais aussi nous allons jouer un rôle de modération, si vous voulez, pour essayer de cadrer les différentes interventions qui ne prendront qu'une heure au maximum. Et nous allons le subdiviser en 2 étapes. Une première étape, la présentation de leurs excellences, les gouverneurs. Et une deuxième étape, nous allons donner l'occasion à tous ceux qui sont avec nous, les différents participants, notamment les investisseurs qui sont là, de poser leurs différentes questions et les gouverneurs, à leur tour, devront apporter des réponses à ces préoccupations. Nous présentons également les excuses du gouverneur de la Chopo qui devait être avec nous. Il n'a pas pu être avec nous, mais il a envoyé des représentants. Ces représentants vont devoir seulement apporter des réponses aux questions. J'aurai peut-être le privilège de devoir faire, en gros, présenter les gros projets qu'ils ont à mener. Merci. Thank you, Honorable Kanda. Now may I ask presentations from the governors from the different respective regions to come up.
But I'll ask by having the Governor of South Ubangi, Mr. Jean-Claude Mabenze, give a brief talk about his region. Bonjour. Alors, je vais devoir vous parler de ma province, le Sud-Ubangi, en 5 minutes, ce qui est une gageure. Le Sud-Ubangi, c'est 52 000 km², un peu plus de 4 millions d'habitants, donc 66 habitants au kilomètre carré. C'est beaucoup de cours d'eau, d'où un grand potentiel hydroélectrique, beaucoup de soleil et d'ensoleillement favorable au développement des énergies propres, 9 mois de pluie, d'avril à décembre, et 3 mois de saison sèche, de janvier à mars, avec une température moyenne annuelle de 24,6 degrés. Sa capitale, c'est Guémena, à 80 minutes de Kinshasa, desservie par voie aérienne. Le Sud-Ubangi est considéré comme l'une des 5 zones à fort potentiel de développement agricole, avec un fort accès au marché sous-régional, CEMAC et CAC, et dans ce cadre de projets agricoles de production de cultures vivrières et pérennes tels que le maïs, le manioc, la banane, le tournesol, l'arachide, la tomate, le poivre, les haricots, la pomme de terre, la canne à sucre, le riz, les haricots, le café, les cacao, les caoutchouc, l'huile de palme, et j'en passe. Le Sud-Ubangi, c'est aussi une province géologiquement riche, tout ce que vous connaissez de la République démocratique du Congo. Vous pouvez le trouver également là-bas. Il y a beaucoup d'or, il y a beaucoup de diamants et des terres rares, même si aujourd'hui c'est encore largement inexploité. Le Sud-Ubangi, c'est également beaucoup de forêts primaires avec 12 essences sur 27 de classe 1 dont dispose la RDC. En ce qui concerne les projets, nous avons des projets aussi bien dans les domaines agricoles, industriels que des infrastructures, mais étant donné les temps limités, je vais me contenter, comme l'a dit le modérateur tout à l'heure, d'évoquer pour nous les projets structurants et intégrateurs. Nous avons en commun avec les collègues du Nord Ubangi 2 projets communs, celui de la production de la canne à sucre, du sucre donc et de l'éthanol, pour un budget estimatif de 107 millions de dollars, et un autre projet, celui de la cimenterie, estimé à 270 millions de dollars. Nous avons un projet dans les domaines des énergies renouvelables, avec la mise sur pied d'une ferme solaire pour un budget de 285 millions pour produire 110 mégawatts. Alors, nous avons, au-delà de tout, et c'est le plus important, beaucoup de projets dans les domaines agricoles. Vous savez que la Constitution actuelle accorde aux provinces beaucoup de pouvoir dans la gestion des ressources propres, et tous nos projets, c'est avec nous directement que vous les discutez. Vous n'êtes pas obligé de passer par le gouvernement central, c'est directement avec les provinces que vous les discutez. C'est ainsi que nous sommes en train de mettre en place une zone économique spéciale qui est un projet pilote de développement adossé au corridor économique transafricain de la CEMAC et de la CAC. Nous sommes voisins au nord de la République centrafricaine et de la République du Congo, et nous commerçons beaucoup avec le Nigeria, donc c'est une vaste zone d'au moins 200 millions de consommateurs. Dans cette
zone économique spéciale, nous prévoyons de commencer avec 29 entreprises, mais à terme, on devrait arriver à une centaine d'entreprises. Vous connaissez tous les bénéfices et les avantages liés au déploiement dans une zone économique spéciale, et je pense qu'il est de l'intérêt, de votre intérêt et de notre intérêt que nous développions des projets dans ce sens-là. Naturellement, les projets que nous avons peuvent être trouvés sur notre site www.sidubangui.gov. Qu'est-ce que j'ai dit? Il ne faut pas que je dise des bêtises. Si. Excusez-moi. sidubangui.gov.com. Donc j'avais mis le point avant, c'est comme ça que j'étais un peu perdu. Voilà, donc vous pouvez trouver tous nos projets là-bas et ils sont. Vous pouvez aussi nous contacter donc directement. Nous allons échanger. C'est vrai que le temps imparti ne permet pas d'entrer dans le détail de chaque projet, mais nous sommes disposés à répondre aux préoccupations pertinentes qui seront développées ici. Je vous remercie. Thank you, Honorable Mabenzi. Now may I ask the Governor of North Ubangi, Mr. Malu Mobutu, to give a few words on his region. Thank you very much, and good morning to all. I think we can cut through the middleman now. We can talk English directly. Well, I'm going also to give you a very brief presentation of my province. Thank you. We are talking about a province of 56,644 square kilometers. So we are talking approximately of 2.5 times Belgium and 4 times Rwanda. So you can see how big we can be. We are approximately similar, as my colleague have just said, from South Ubangi, north, south. I mean, we are very, very similar. We are mostly an agricultural province, which you need to understand. If you can name it, we can grow it approximately because of the 2 seasons that we have: dry season of 3 months, rain season of 9 months. We are quite extremely good on a turnover into different type of crops. The crops we are talking about is approximately the same. We are talking about palm oil, we are talking about fruits like pineapples or mangoes. We are talking about soja now, rice. Like I said, you can name it, we can grow it. My province have different type of opportunities. You need to understand I have an international airport up to date, up to today. We have the longest runway of the entire DRC, 3,800 meters, 3,200 in functioning right now. We have a hydroelectric power station, which is on site, has been made for the last 30 years from Mobai Mbongo. That hydropower station has right now 3 turbines. On those 3 turbines, we have a capacity approximately of 12 megawatts. But the rest of the hydropower station was also provided for 5 more turbines. That hydropower was, back in the days, thought for the electricity of the entire big Equator as a province as it was before we were split into 5 small provinces. The other opportunities that we might have in my province are the tourism. This is the birthplace of my grandfather, the former President Mobutu, which means that we still have a lot of opportunities for tourism. Unfortunately, we need to be provided with a bit more logistic as airplane and road infrastructure to be able to open the province to different areas. What you also need to understand is the opportunity that opens up to neighboring countries like Central African Republic. Where the hydropower is right now, there was also a plan of a bridge
That bridge that you can see right now, unfortunately, the top part has never been finished. It's a bridge of approximately 300 meters that opens up to Central African Republic and specifically to the port of Douala, because the logistic right now that opens up to the ability of the province of North Ubangi, everything has to come from Kinshasa. By opening that bridge, we are opening directly a logistic hub for the entire northwest of the DRC, which will enhance businesses to be able to operate in the DRC. The cherry on the top is the mining sector. We also have an extensive mining sector. That mining sector is up to now artisanal, but we have a lot of gold and diamond that we are mining at an artisanal level for the last 30 years. So this is what I can say about the province in the short period of time that has been given to me. But like I said, the province is open for business today. We are open for investors. And at the end of the day, what we are really looking at is every type of investment, specifically in the agricultural sector. As an agricultural province, we have the capacity to become, how can I say this, the feeding place, not only of the entire DRC, but also from the UAE, because I do believe that in the UAE there's right now a project to also become a type of grinder, to collect all the food all over the world and to be able to expose it and to sell it. So with the international airport that we have right now and the opportunities and the climate that we have, we can, why not in the future collaboration, create some type of mega farm in a certain way that can provide the necessary food that the UAE could stock here, and at the same time for the DRC to be able to gain a market which has never been existed for us, but also to be able to provide to the DRC and the entire region, which I'm talking about like CAR, Cameroon, Gabon, which are only at 1 hour 30 minutes flight from North Ubangi, Gbadolite, and here are the opportunities. The North Ubangi province is open for business, and I thank you once again for the time that you have given me. Thank you, Governor Mabuchi. Now may I ask the governor from Central Congo to give a few words on his region, Mr. Guy Bandu. Thank you for giving me the floor. Your Excellencies, dear colleague governors, and ladies and gentlemen, I will try to, in less than 5 minutes, try to explore a bit and talk about my province. It will be a big challenge, but let's see how to make it. First of all, I'm a bit jealous about my colleague because you have an international airport, so you're lucky. This is part of the challenges that we have because definitely infrastructure is a big problem. And then I'm going to talk about it in a very few minutes. Yes, so I think Madame l'Ambassadeur has talked about DRC as the heart of Africa, but let me tell you a little story. There was a gentleman a few years ago, like 50 years ago exactly, Mr. Frantz Fanon. He has declared that if Africa has the shape of a gun, DRC is most probably the trigger. Now, I'm going to give you the second part of the story. Because if the trigger of Africa is in DRC, I will reveal you today where is exactly the trigger in the DRC, the trigger of the continent. As you can see in the map, yes, the DRC is the Central Africa, but if you look at the gun, then you will see exactly where is located the trigger. So the trigger is in the province of Congo Central. And my name is Dr. Guy Bandu. I am the governor of the trigger of Africa. Yes, so having said so, there are a lot of things to be said about the potentialities of
the trigger. But definitely, why is it called the trigger? Because there are only few places in the world where you can have such high concentration of potential like this. There is a high potential of energy. We have the third more powerful river in the world. And you have access to ocean, high potential of agriculture. We're talking about 1,250,000 hectares of land. There is deposit of oil, offshore and onshore. There are also deposit of several minerals. We've talked about that, and I'm not going to emphasize on it. We have forests because we have an important role in environment and protection, actually, because part of the forest of equatorial forest is located in the province of Congo Central. Now, why to do business with the province of Congo Central? Because there are a lot of effort has been done for the moment. Just to give a very good environment for business, and we are working on the doing business indicators. And in terms of agriculture, we are ready to give land for free, and then we can also do the same for real estate project. There are incentives for agriculture, like exemption, tax exemption, and also customs exemption. And we are at the modeling of the finances, public-private partnership. Next. The opportunities, we've talked about that, agriculture, energy, mining, oil, gas, protection of environment, tourism, infrastructures. We need roads. We're talking about 5,000 kilometers of roads. We need airport. I say that. We need port. We need hospital. The province needs to be rebuilt completely. Yes. What are the potential of our agriculture? Mainly availability of energy. It's very close to any places where you want to do agriculture. And we have water, there is a high hydrography, there is availability of exportation infrastructures. We have actually 3 ports. One of the ports is the process that we have actually with Dubai Port, which will be a deep sea port. Possibility of PPP, we've talked about that. Existing special economical zone dedicated to agriculture, where you can have many kind of exemption, and yes, we've talked about that. Yes, next please. Yes, energy, mining. I will emphasize a bit on the mining, which is on the next slide, because this is the only project that I want to submit to the audience today. Of course, we have amazing natural landscape, but why I'm going to talk about mining, because if you look at the story of mining of the country has started in Congo Central, and later on it has to be sent to the south of the country, because definitely the colonizer the Belgian colonizer has to stop the progress of the Britain through the copper belt. So that's why they migrate, and they decided to stop the mining industry in the Congo Central to go to the south. So now that we want to build a very strong economy, we decided to go through the mining sector again, and that's the only project I will submit to the audience today. If we can go very fast, there is a video which will close my speech today. Yes, the next one, please. Next one. Yes, the problem of the mining for the province for the moment is that nobody can tell us exactly how much in terms of billion is the potential, the mineral potential of the province for the moment. But I can assure you that the potential is very, very high. But we will need studies. We need feasibility studies at this stage just to know exactly we're talking about how many billions. Next, please.
So I will invite you to press the trigger together so that we can make it move forward. There is a small video of 2 minutes. I want you to see it with me, and that will end my speech. Thank you so much. I guess the video is there. There is a video just announcing, yes. This video is just announcing our first mining forum of the province. I will leave you with the video. Thank you so much for your attention. Une province qui jouit d'une position géographique stratégique, de grandes infrastructures dans le domaine de l'énergie et du commerce, d'immenses ressources forestières, un potentiel agricole d'1 250 000 hectares de terres cultivables, de grandes réserves pétrolières, mais aussi d'une culture et d'une spiritualité propice au développement. Mais au-delà de tout cela, le sous-sol du Congo central est aussi riche que celui du reste du pays. Grâce à sa structure géologique, il regorge en effet d'importants gisements de phosphate, de bauxite, de calcaire, de schiste bitumineux, de manganèse, de marbre, des pierres précieuses comme le diamant, sans oublier les métaux de valeur tels que le fer, le cuivre, l'or, ainsi que les terres rares, et enfin le pétrole, bien évidemment. Mais le Congo central n'en est encore qu'au premier coup de pioche de l'entunnel qui aboutira à la matérialisation de son rêve minier. Celui de passer de l'exploitation artisanale à une véritable industrie extractive pour finalement arriver à une économie de transformation. Pour répondre à l'appel du chef de l'État à la renaissance de la classe moyenne congolaise et à la création des millionnaires congolais, nous voulons que les exploitants actuels et futurs du riche sous-sol du Congo central, artisans ou industriels, soient sécurisés et qu'ils voient leur chemin balisé. Voilà pourquoi nous voulons promouvoir les potentialités minières de la province, dans le but non seulement d'attirer les investisseurs et créer ainsi de la richesse pour toute la communauté, dans le respect des meilleures pratiques du secteur, mais aussi de susciter des vocations au sein de notre valeureuse jeunesse. Ainsi, si vous exercez et vous voulez étendre vos affaires dans le domaine des mines et des hydrocarbures, la province du Congo central vous tend les bras et vous invite à participer massivement et activement à son premier forum sur l'industrie minière qui se tiendra du 26 au 27 mai 2023 à Kisangani. Le thème de cette année, lever les obstacles pour la relance de l'industrie minière du Congo central. Venez apporter votre pierre précieuse au développement de l'une des industries minières les plus prometteuses de tout le pays. Thank you, Honorable Governor. Merci, cher gouverneur, pour les différentes présentations. Comme je l'ai annoncé lors du mot de bienvenue, nous avons dit que la gouverneure de la Tchopo n'est pas présente, mais nous allons devoir faire la lecture des projets et la présentation de la province de la Tchopo. Ensuite, nous allons faire le résumé de tout ce qui a été dit avant de lancer la parole. Ah, il y a quelqu'un qui représente la Tchopo? Ah, sorry. Excellence, monsieur le gouverneur, toutes mes excuses. Nous convions maintenant le gouverneur de Bazouélé de faire la présentation. OK. The DRC is endowed and the country is blessed with 80 million hectares of arable land, of which under less than 10 million is under cultivation. Their Excellencies, distinguished guests, good morning. This morning I would like to discuss about one of the 26 provinces in the DRC, and that I will focus mainly on the agricultural sector. The province of Bauele, maybe we should focus on the second slide. Yeah, second. Okay, so I wanted to show the map where you found the provinces on the northern side. So I'm not going to go back to what my colleagues spoken about earlier on, because we have the provinces of North Ubangi, South Ubangi, and partly Mungala and Haut-Uele, which sit on the northern part of DRC. And the area is mainly prone for agriculture.
But when you look at the Bauwele province, where I'm the governor, there's something particular about the province. You have 3 areas that are mainly to be focused on. The province is known for its untapped natural resources. When you look at the environment, 10% of the forest cover in the DRC sits on my provinces. On the second part, you've got the mineral resources, mainly the gold, which is still artisanal because the production there sits around 20 kilo of gold produced on daily basis. Yet, the country is not really benefiting from that production. On the third part, if we say the country has 80 million hectares of arable land, the Bauwele itself represents around 10 million of that area. So if we really have to develop the agricultural sector, unlocking that potential can make the Congo and mainly Bauwele as the powerhouse of agriculture in the African continent. So going back and deep in the DRC and the Bauwele provinces, there are things that we have done differently. I'm not going to go back to what my colleague spoken, the availability of land, excellent climate, because we can produce twice a year. But you have main crops such as coffee, which can be produced and exported, and you also have cotton. Bauwele used to be the main producer of cotton in Africa. That's back the days like 1965, because the DRC was the main producer of cotton. And when you look at the DRC itself, most of the cotton came from the Bauwele. It was also the same with coffee. But other industrial crops which can be developed in the DRC, it's rice. Due to the geostrategic position of the DRC, right there in the heart of Africa, you have access to market up north, Central Africa up to Nigeria. On the east, you have on the East African community, and the west, you have the rest of Central African Republic. Investing in agriculture in the Bauwele, opening opportunities, not only to make the province or also the country as a powerhouse of the agricultural production. So this morning, I wanted to discuss with you about a province which seems not to be known, but bringing the new leadership with our President Tshisekedi, as you have seen, is more business-minded. And myself, as governor, I come from the agricultural sector. I've worked for listed companies in agriculture and mining in South Africa. So we bring that knowledge, we bring that expertise in the province, creating environment for business to thrive, creating an environment, a conducive environment to make DRC the greatest country ever when it comes to agricultural production. I thank you. Merci, Monsieur le Gouverneur. À présent, nous allons convier le vice-gouverneur du Kasaï, pour Kasaï central, pour une petite communication. Les Excellences, distingués invités, j'ai le plaisir de présenter les opportunités de la province du Kasaï central. Je réponds au nom de Martin Makita Mfamba, Iba. On n'a pas eu le temps de faire le design électrique pour présenter notre province, mais après la présentation, nous pouvons en avoir en électronique. La province du Kasaï central est parmi les 5 provinces de l'espace Grand Kasaï. Il est voisin du Kasaï oriental, Kasaï, Sankuru et Lomami. La province est issue du démembrement de l'ancienne province du Kasaï occidental, dont le nom indique. Il se situe au centre de la RDC et de l'Afrique. Il est limité au nord par la province du Sankuru, comme je l'ai dit, au sud par la province de Lualaba et Olomami, à l'est par la province du Kasaï et à l'ouest par la province du Kasaï oriental. En ce qui concerne le secteur de productivité,
Les diagnostics productifs a porté sur l'agriculture, l'élevage, pêche, pisciculture, les mines, les hydrocarbures, l'industrie, le commerce et le tourisme. En ce qui concerne l'agriculture, le Kasaï central a plus de 8 000 hectares de terres arables. Et c'est une province à vocation agro-pastorale. Ses conditions naturelles, sa superficie de terres agricoles, son réseau hydrographique, sa topographie, sa diversité climatique. Nous avons 2 saisons, la saison des pluies et la saison sèche. La saison des pluies est la plus vaste, qui prend plus ou moins 8 mois, et la saison sèche qui prend 4 mois. C'est ainsi que nous avons l'opportunité de produire au moins 3 fois par an. En ce qui concerne la production agricole, les cultures vivrières que nous consommons au Kasaï, ce sont les maïs, le riz, manioc, haricots, arachides, qui sont essentiellement réalisés par les paysans, tandis que les cultures pérennes, comme le caféier, cacaoyer, palmier à huile et autres arbres fruitiers sont également l'œuvre des exploitants privés. Comme vous pouvez le constater, la province du Kasaï central comprend 610 270 ménages agricoles, soit 4% du nombre total recensé sur l'étendue du territoire national, qui est au total de 15 609 778 ménages. La plupart des ménages agricoles travaillent individuellement. Néanmoins, ceux qui sont encadrés se retrouvent en coopérative et organisations paysannes. En ce qui concerne les mines, le Kasaï central regorge de gisements miniers et carrières de mines en matériaux de construction, cependant exploités artisanalement. Sa cartographie minière s'affiche riche et diversifiée. Nous trouvons au Kasaï central l'argent, l'argile, basalte, calcaire à chaux, calcaire à ciment, cassitérite, chalcopyrite, charbon, cobalt, craie, diamant, eau minérale, étain, fer, grénate, coltan, kaolin, latérite, liménite, malchite, marbre, mercure, mélon, nickel, chrome. La province du Kasaï central est, on dirait, la première province qui regorge encore beaucoup de réserves de nickel, chrome. Nous avons l'or, nous avons côte, pétrole, plomb, etc., etc. La liste est longue. Le problème majeur que connaît le secteur des mines est le problème d'organisation. Ce qui les laisse dans un climat d'insécurité et par la même occasion crée beaucoup de manques à gagner dans la province. C'est ainsi que nous avons besoin d'investisseurs dans ce domaine pour qu'ils puissent nous aider à maximiser la production et maximiser les recettes pour booster le développement de la province. Comme le temps est minime, je passe directement aux hydrocarbures. La province du Kasaï central regorgerait des gisements de pétrole dans le territoire de Dibaya, dans le territoire de Dimbelenge et dans le territoire de Kazumba. Le secteur reste miné notamment par l'absence des usines d'extraction et de traitement, la difficulté d'acheminement des produits pétroliers et l'insuffisance des stations-service. Néanmoins, nous avons des projets. Le plus grand projet est que le Kasaï central a beaucoup de rivières, beaucoup d'espaces non cultivés, non utilisés, et
si au moins nous avons des partenaires qui peuvent investir dans les projets de construction de barrages. Nous avons notre projet de barrage chez Katende qui jusque-là n'est pas encore terminé et nous lançons l'offre pour que nous puissions avoir les partenaires qui peuvent nous construire le barrage sur la rivière Luluwa sur Chitumbombo. Nous avons le projet d'un barrage photovoltaïque d'environ 100 MW parce que nous en avons les espaces. Et nous avons aussi le projet de réhabilitation de routes d'intérêt provincial estimé à 500 km pour un coût de 10 millions de dollars. Et il y a aussi le projet d'appui à la culture de tournesol et le développement de l'agriculture pour la lutte contre la faim dans la province du Kasaï central. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-gouverneur, pour cette présentation. Très rapidement, parce que nous avons un problème de temps, nous allons devoir faire la lecture très succincte de la situation en province de la Chopo. En résumé, la Chopo est une province à forte potentialité agricole. On y trouve tous les minéraux que vous pouvez vous imaginer, notamment l'or. C'est une province aussi touristique. C'est une province à potentialité également énergétique. Alors, quels sont les projets qui ont été présentés par la province? Il y a un certain nombre de projets que la province a voulu mettre en exergue, notamment un projet sur la relance agricole pour la culture de café, de cacao, des huiles de palme, de l'EVA, pour un coût maximum de 7 350 000 $. Il y a également un projet de création de parcs agro-industriels qui vont offrir des espaces pour le développement de l'agriculture et des chaînes de valeur dans 7 territoires. Pour le coût n'a pas été mentionné. Il y a également le projet de création d'une cimenterie. Vous savez, dans un pays en construction, les infrastructures sont importantes. Donc, le projet en cimenterie, c'est pour un coût total d'environ 14 650 000. Il y a également un projet de construction et de réhabilitation des routes. Nous avons un pays un peu enclavé. Il est important que le pays soit désenclavé à travers la construction de routes pour un montant total de 510 millions de $. Et enfin, la Chopo présente un projet de construction des microcentrales hydroélectriques parce que sans énergie électrique, il est difficile de développer les industries. Donc, pour développer les industries, ils ont besoin d'un financement parce que le développement a un prix. Alors, ceci dit, voilà un peu, en bref, la présentation de la province de la Chopo. Nous avons suivi tour à tour, je crois, 6 présentateurs. Nous avons suivi le gouverneur du Sud-Bangui qui a présenté les gros projets qu'ils ont, des projets qui sont en discussion. Ils veulent créer une zone économique spéciale. Il a également présenté l'ensemble de potentialités, notamment dans le secteur agricole pour la production de la canne à sucre, cimenterie autour de 268 millions de $, les énergies renouvelables. Et tous ces projets sont en discussion. Ils sont à la recherche de partenaires pour pouvoir booster l'économie de cette province. Nous avons le Nord-Ubangi qui a également revenu sur le projet agricole, le tourisme, les domaines de potentialité où les opportunités s'offrent dans le commerce, mais également dans l'énergie. Le Congo central, par contre, a fait un focus sur le secteur minier avec une conférence importante qui se prépare, une table ronde qui va porter sur les thèmes « Lever les obstacles à l'exploitation minière ». Et le Congo central, nous remercions le gouverneur de nous avoir rappelé que la RDC est vraiment le point de départ pour déclencher le développement dans toute l'Afrique. Donc, comme il disait, l'Afrique a la forme d'un revolver, dont la gâchette se situe en RDC et plus précisément dans la province du Congo central. Donc, il est celui qui tient la gâchette pour le développement. S'il y a des investisseurs qui vont vers là, l'Afrique pourrait aller de l'avant. Nous avons également le gouverneur de Baouélé qui a donné 3 domaines d'attention, notamment l'agriculture, les forêts. Vous savez, aujourd'hui, nous avons la grande forêt en Afrique avec le bassin du Congo
Et nous nous appelons aujourd'hui Pays Solutions. C'est pour nous une opportunité en termes de financement innovant pour financer notre développement. Mais également, les mines qui offrent aussi des potentialités. On y produit pratiquement 20 kilos d'or par jour, ce qui n'est pas beaucoup. Il est possible, avec les potentialités qu'il y a dans la province, d'essayer d'accroître ces potentialités. Il y a du café, il y a plusieurs filières, le riz, ainsi de suite. Le Kasaï central également est revenu sur les différents projets avec les différentes filières, maïs, riz, manioc, haricots, café, cacao. Beaucoup de potentialités à développer, les mines et les hydrocarbures. Nous avons suivi également d'autres projets pour le Kasaï central. Il s'agit notamment du développement des chutes de Katende, rivière Loloa, la réhabilitation de routes et de certaines cultures comme le tournesol. Donc, en résumé, nous nous rendons compte qu'il y a 3 domaines de concentration dans lesquels la RDC a besoin d'un financement à travers ces provinces. Il s'agit essentiellement du secteur agricole pour donner de la nourriture à la population, essayer de lutter contre la faim, mais il y a également les infrastructures de soutien à la production. Donc le route pour essayer de désenclaver le pays et parvenir à une production optimale et grâce à la création de chaînes de valeur. Donc toutes ces provinces sont revenues sur ces questions. Tout à l'heure, le modérateur va nous aider à introduire la discussion et que nous puissions recueillir les différentes questions des uns et des autres et les gouverneurs auront le temps d'essayer d'apporter des réponses. Merci. Thank you, Mr. Kanda and the governors for your explanation on each of the different opportunities that are present in your respective states. Now, due to time, I'm going to end up opening the floor to questions, but I'll ask the first question to the governors. Governors, we see there are vast opportunities for each of your regions to expand in trade and investment that can expand economic growth. Can you tell us your greatest challenges that you have in harnessing the opportunities you have? And what do you see that you're able to do to leverage trade and investment with the UAE? And I'll leave it open to whichever governor wants to start, and then I'll leave the floor open for the audience to ask questions. The government that we have right now, this is a decentralized type of government that we have, meaning that we do have a certain prerogative which are only to the governors, and the others are shared with the central government. This is something I do believe it's extremely important for investors to understand, that the sectors where governors are the only one to have, full powers, are much easier to indict with, to have discussion with investors directly, and others have to be shared with the central government. This is what I would say are the main challenges. You need to understand that as a provincial governor, we have 4 exactly sectors who are only part of the governor's prerogative, which are going to be education, agriculture, and sorry, I had the less came out of my mind just now. And yes, energy and infrastructure. Thank you. So these are the type of sectors where we can react and engage directly without having to go back to central government for any type of input. For all the rest, it's approximately shared with the central government, which means that this discussion can start with us, depending also of the type of investment which are going to be put on the table. And if the investment is overwhelming or getting over the type of engagement that we can do directly, then we will also request for central government to assist us and to work with us on this type of the type of investment we are talking about. And concerning the type of leverages that we can put through, you need to know that we have taxes that are also provincial and others that are
government. I do believe now that with ANAPI and the different type of incentive that they can give, you can be tax leverage not only at national level but at provincial level. We can also do it. As we said, we do give land, we do give incentive. We can tax leverage at provincial level, which can help investors to be more confident into investing into our different provinces. I think this is the general agenda that I can say, and I do believe I talk for all the governors that are on the table with me. Thank you. Thank you. And any other questions from the audience? Sorry, sir. Maybe I can add a bit of. No problem. May I ask you to stand, please? Yes. Yeah. Okay. Sorry. So let me be this way. Yes. Maybe I'm just going to add a few words to what have been said by my colleague. Definitely, because the question is, what are the challenges? The provinces, because if we are exposing about the potential, that means also that we can provide guarantee. The only shortage that we have for the moment will be financing, will be technology, and will be other skills. So definitely we are ready to go through business because we have the potential. I think my colleague has talked about different sectors. So even though mining is a competitive sector with the central government, but definitely the mining are into the provinces. So most of the big contract guarantee is coming from mining. So that's why we want to display, and that's why we're talking about mainly mining, just as a source of the guarantee of any financing that can be brought to the provinces. But definitely we have a huge gap in infrastructures. As you have seen, we have problems with agriculture. We have problem of food security. So that will be the main story, the main words that you will hear about during the exchanges. But for now, we will need funds. We will need expertise. We will need technology, and we will need a good partner. And I guess the President Tshisekedi has made a very, very good choice with UAE, and the bilateral progresses will be helpful for both parties, I guess. Thank you. Any other questions from the audience? Excellencies, thanks for the presentations. I'm personally very astonished, let's say, with the opportunities that are available. I would like to propose a way forward in the bilateral relations. I would love to have the opportunities through the embassy and any future opportunities to be passed by the team to the embassy or to myself directly, and we will counterpart them with local partners in UAE to discuss the opportunities. We have entities that are working in different industries. We have entities that are investing in agriculture out of country in terms of, let's say, food security. We have very massive spaces of land out of country, and that's an opportunity that we can explore. In terms of energy, we are investing heavily in the green energy and renewable energy. We can explore that as well. Infrastructure as well. DB World is already there, let's say, to my knowledge. The visit was just lately, a few months back. Same applies for any kind of sector. UAE, as I mentioned earlier, is one of the major hubs in terms of trading gold, diamond, coffee, tea. We're number one in some of them. We're among the top 5 in most of them. Let's say so. There is a very high potential, and for that we need to formulate the opportunities into projects, possible projects, so that we can set up some meetings and arrangements between you and possible counterparts, let's say,
And then you can, as business communities, can explore further, let's say, development for the project. Thanks again, and we're very happy to see you here. Hopefully, we will see you again, whether in UAE or in DRC. Thank you. Sorry, sir, and I'm taking the opportunity that the ambassador is there. Yesterday, it was planned to have a meeting regarding food security. I don't know if it was it took place already, but since because it's not very easy to have such a number of governors coming into a conference, I don't know if, for example, if we can also find a way to have a kind of B2B tomorrow. I guess some of us will be staying here for another 24 hours. So if besides the conference, we can still arrange some few meetings with other colleagues. Okay, we'll do that. Thank you. Thank you. Thank you. Do we have any other questions? If not, then can I present a question to the ambassador? Madam Excellency, how are you working with the different governors to really demonstrate the potential in the DRC to the UAE market? And how can more investors from the UAE come to you to really look at how to do business with DRC? No. Yeah, thank you for your question. You know, the problem is that we are in close relationship with all our structures of the economy in the Congo, including the governors. The problem is that the embassy we had just opened few months ago. It's a new embassy. We came to establish the mission here. And we are working closely with all the ministerial portfolios in Congo, the ministers, the government, and even provincial governments. Governors, we are working together. Anyone who wants any information on any sector of the Congo is welcome to contact the embassy. We have put some information on our website because we are still in the process of building and establishing the embassy. You can find some information on the website. So everyone is welcome. We are ready to work hand in hand with everybody to, what can I say, to just promote the enormous potential that the Congo has, and we are ready to welcome anybody. Thank you, Madam Excellency. If we have no other questions, then I'll ask one question to Honorable Taneji. Honorable Taneji, we see that the UAE is seeking to significantly diversify its economy, and looking at the agro industries, looking at food security, looking at improving pharmaceuticals, and obviously expand industrialization in other countries. And we see this quite prevalent with companies such as Mubadala that have invested in various different companies internationally. When we see the opportunities with DRC, what are you, or what can you say on behalf of the Ministry of Trade, of Foreign Trade, that seeks to look at UAE investors in DRC and or Africa, and what can be replicated if it has happened in other countries in Africa? What can be replicated to DRC?
Again, it's just as I just mentioned, we are investing heavily in terms of food security. We have very huge farms out of UAE. Some of them are in Africa, some of them are in Europe, some of them are in other, parts of the world. We have green energy or renewable energy projects around the world. Some of them are in Africa, some of them are in Europe, and some of them in other places as well. I think more than 30 countries or more. Our projects are around more than 30 countries around the world. And this is a potential possibility. UAE is heavily investing in the renewable energy and one of the leading nations in this industry. Same applies for the food security. Infrastructure, DP World is investing and operating more than 60, 70 facilities around the world, major ports around the world. So many of them are in Africa. So the infrastructure is one thing, the agriculture is another thing, the mining industry is one thing that we, or let's say trading of the precious commodities and commodities in general, that's another thing that we can look into exploring. And agriculture, again, is one major field that we need to look into for the good of humanity, not only the two nations, but also for the humanity. Thank you. Thank you. And I'll present this last question. Oh, yes, ma'am. D'accord. Je vous remercie pour l'opportunité et je voudrais féliciter toute la délégation du RDC qui nous a fait cette belle présentation. Ma curiosité se porte sur les chiffres en termes d'investissement puisque c'est ce qui nous réunit. Je voudrais savoir combien il y a de provinces, je pense que cela a été dit, mais c'est pour me rappeler, combien de provinces il y a en RDC et est-ce qu'on a une idée, une estimation de ce que chaque province a besoin en termes d'investissement, en chiffres. Je vous remercie. Ok, le gouverneur voulait faire un... D'accord, ok. Je vais essayer de faire à la fin un commentaire, mais aussi apporter quelques éléments de réponse à la préoccupation qui a été soulevée. En effet, nous avons au total 26 provinces. Et ici, nous avons une représentation d'environ 26 provinces. Ok? Et là, nous avons une représentation de 6 provinces qui ont chacun présenté des opportunités d'affaires. Et chaque province, en principe, a ce que nous appelons le plan de développement provincial, PDP, plan de développement provincial, qui est le cadre fédérateur pour tous les investissements possibles dans la province, qui décrit les priorités. En principe, tous les investisseurs qui arrivent s'alignent sur ce cadre. Et chaque gouverneur tire la substance à partir de ce cadre qui s'arrime justement au plan national global de développement, que nous appelons PNSD, dont le coût pour les 5 dernières années était évalué autour de 56 milliards environ. Donc c'est environ 9 milliards l'an. Là, c'est au niveau central avec des projets, des actions qui ont une portée provinciale. Mais au niveau provincial, la plupart de PDP s'articulent en moyenne en termes de coûts autour de 3 milliards de dollars. Autour de 3 milliards, plus ou moins, de dollars pour chaque. Et chaque gouverneur tire de ses priorités ce que nous appelons le programme d'action du gouvernement. C'est de là qu'il tire la substance pour fixer les priorités qu'il doit mener. Mais je crois que les gouverneurs sont là, ils peuvent donner les ordres de taille. Cependant, je voudrais peut-être faire un commentaire sur un élément qui n'a pas été mis en exergue. C'est que, d'abord, nous saluons l'idée du pays Émirats Arabes Unis de mettre en place, comme ça a été dit, un comité d'affaires avec tous les gouverneurs. Normalement, c'est un cadre à travers, bien sûr, l'ambassade qui permettra d'interagir et de présenter les différentes opportunités. Et nous encourageons justement cette idée. Cependant, je voudrais insister sur le fait que le gouvernement a amorcé
plusieurs réformes, surtout pour améliorer le climat des affaires. Dans la liste de ces réformes, il faut tenir notamment l'idée, la loi sur le partenariat public-privé. Donc les différents projets qui sont présentés peuvent aussi être développés dans ce cadre. Partenariat public-privé, mais aussi encourager l'entrepreneuriat. Voilà un peu les différentes lois qui sont déjà en train d'être implémentées, notamment en ce qui concerne le partenariat public-privé. Très récemment, le gouvernement a mis en place une unité qui va nous permettre d'implémenter tout le projet en PPP. J'apprécie également ce qui a été dit par le gouverneur de Nord-Ubangi, qui a défini les cadres ou les domaines ou les secteurs d'activité dans lesquels les gouverneurs peuvent directement s'engager. Il y en a au total 4, je crois que c'est un point d'attention. Je voudrais le rappeler à l'attention d'assistance pour savoir qu'ils peuvent directement traiter avec les gouvernements provinciaux sur ces questions, notamment dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures, mais aussi toutes les questions qui concernent le développement rural et la diversification de l'économie. Voilà un peu les quelques éléments. Je ne sais pas si leurs excellences ont d'autres éléments complémentaires, ils peuvent les fournir. Voilà. Je dois également souligner que le plan de développement est en révision. Nous sommes en train de le revisiter et très probablement il est possible, comme notre économie en croissance soutenue durant de longues années, plus de 9 ans, nous avons eu une croissance, même pendant la période du Covid, nous avons connu une économie assez résiliente. Nous n'avons pas connu une croissance négative. On était autour de 1,5%, 1,7%. Et maintenant, nous projetons, les perspectives révèlent que nous pouvons atteindre 9 de chiffres en 2023. Donc, nous frôlons pratiquement une croissance à 2 chiffres. Et c'est vers là que nous voulons aller. Et nous voulons vraiment une croissance inclusive pour vaincre la pauvreté. Voilà. Je ne sais pas si leurs excellences ont quelques éléments. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle. Oui, il y a une question au fond là. Madame. Good morning. My name is Virgil. I'm proudly Congolese. I never had the opportunity to talk to the governor. That's why today I just want to ask one question. Do you have, for all the Excellence Governor, a portal that can explain all the opportunity in your province? And do you have a chatbot? For example, for a person who are maybe in Russia, maybe in UAC, want to know the opportunity or want to contact all your department, can chat with a bot or can have all the information directly. Please, do you have the staff of digital marketing? Thank you. Hello. I think I'll go first. We at Bazuele, we have our portal. Maybe you should share with the audience the website. I think for each province. But then when it comes to artificial intelligence, I don't think we are quite advanced. But it's something that we can look at as we continue to progress. Thank you once again. I do believe my colleague has answered for most of us. We do have information that are available. I'm sure most of us do have a portal. I can talk about mine personally because it's under revision. We are uploading. We just finalized the publicity, the spot presenting the province, which will be uploaded shortly, meaning that most of us do have. You need to be indulgent with us. Technology is going further and we are trying to catch up. So definitely most of the information will be available, or by flyers, by books, by different type of support. And for the rest, it will come bit by bit, but we are really catching up as much as possible. Thank you. Merci beaucoup.
Je voudrais simplement ajouter que nos informations peuvent être trouvées aussi bien sur le portail de notre ambassade ici que à celui de l'Agence nationale de promotion des investissements. Et nous avons également donné notre propre portail, par exemple pour la province du Sidou-Bangui, donc www.sidoubanguigov.com. Donc si vous allez là-bas, toutes les informations dont vous avez besoin sur la province, les personnes, les ressources et les contacts nécessaires vous seront donnés. Mais je voudrais ajouter que si nous nous trouvons ici aux Émirats, c'est justement parce que c'est un modèle. Et je crois que dans ces domaines-là, les Émirats sont très avancés. On voudrait aussi s'en inspirer. Voilà. Yes, maybe I will add a few comments. I can understand that you can be a bit frustrated about that because definitely there are not enough information provided. And you're right. Personally, regarding the province of Congo Central, we're doing our best, but it's not as we want for the moment. It's not the top notch of information that we can provide, but we are going to do more effort to be more present in internet, because definitely the best way and the easiest way to share information is to be present in there. So we are going to put effort on that. Thank you. Ok, je crois que l'essentiel est dit. Au niveau central, c'est clair que le gouvernement est en train de fournir des efforts. La preuve, c'est qu'à ce jour, il y a tout un ministère consacré sur le numérique. Donc, il y a tout un ministère. Et dans le cadre du plan de développement, nous avons au total 5 piliers, auxquels s'arrime bien sûr le plan provincial. Le premier se concentre essentiellement sur le développement du capital humain et la valorisation sociale, avec des priorités bien claires qui sont également les priorités que leurs excellences des gouverneurs ont repris: la santé, l'éducation, l'emploi, les affaires sociales, la protection sociale, le genre et consorts. Le deuxième, bien sûr, c'est sur le renforcement de la gouvernance et la consolidation de l'autorité de l'État. Et ça, c'est notamment toutes les questions sécuritaires qui sont là-dedans. Le troisième, sur l'aménagement du territoire et le développement des infrastructures. Et dans le développement des infrastructures, nous avons une place de choix pour le numérique. Et d'ailleurs, je dois l'annoncer, nous avons un plan du numérique pour la RDC. Et je crois que ce plan pourrait être partagé. Et le gouvernement central est en train de faire des efforts pour essayer de renforcer les capacités institutionnelles au niveau central, provincial et au niveau local. Je pense que dans un des événements, on nous a annoncé qu'il y a un vaste chantier sur lequel le gouvernement est en train de travailler. C'est le programme de développement local de 145 territoires qui travaille également sur ces questions, sur le développement des infrastructures rurales, sur le développement de l'économie rurale, sur le renforcement des capacités des acteurs au plus bas niveau, c'est-à-dire au niveau des entités décentralisées, pour que ces entités soient en mesure de bien gérer toutes les infrastructures qui sont en cours d'implémentation. Ce vaste programme, est estimé à plus ou moins 1,650 milliard de dollars environ. Et pour ça également, nous avons une partie des financements et nous continuons à chercher d'autres partenaires qui peuvent nous aider, parce que c'est un programme qui pourra aider à booster l'atteinte vers les ODD avec la construction des écoles, des centres de santé. On ne les construit pas seulement, mais on les équipe également, des routes de dessert agricoles à partir de bassins de production pour essayer de désenclaver les différents territoires dans les différentes provinces. Et ça permettra de créer une économie rurale assez forte, résiliente, qui est axée essentiellement sur la transformation des chaînes de valeur. Et nous allons, dans ce sens, essayer d'atteindre l'objectif de lutter contre la faim, parce que la résilience alimentaire, c'est une obligation. Il faut parvenir à nourrir nos populations. Donc, la question du numérique, madame, c'est une question qui est vraiment au centre. Il est en cours d'implémentation. Au fil du temps, nous allons y arriver. Nous voulons devenir un pays fort au centre de l'Afrique. Pour ça, il faudrait renforcer les capacités des institutions. Pour renforcer les capacités des institutions, il faut aussi renforcer les capacités humaines, parce qu'on n'a pas des institutions fortes si on n'a pas des hommes forts. Il faut
se concentrer sur la recherche et les innovations pour s'adapter au contexte actuel avec toutes les mutations que nous subissons, notamment le numérique, de telle sorte que ceux qui sont dans les provinces, dans le fin fond des provinces, soient en mesure de faire leurs commandes à Dubaï ou ailleurs, dans le pays des Émirats unis. Donc, il est important justement que cet aspect soit également vu de très près. Il faudrait renforcer les capacités des gouvernances, ça c'est important, pour améliorer la gouvernance et créer des conditions de développement à la base, à travers notamment les provinces, mais surtout être capable de faire face aux défis émergents du moment. Nous avons, entre autres défis, nous avons connu la Covid-19 qui a vraiment ébranlé les économies mondiales, et nous avons fait preuve d'une certaine résilience, mais également être capable d'apporter des réponses rapides, urgentes et adaptées face aux différents défis que nous avons. Le gouverneur du Congo central veut mettre un commentaire. Excellence, vous avez la parole. Yes. I was listening to you very carefully, and you've talked about reinforcement of capacity. I don't know if in the discussion in the bilateral level, it has been mentioned in education possibility of any university scholarships, so that we can, because definitely we will need this technology. We've talked about that, and Madame l'Ambassadeur is there. So is there any way that the side of the education, the side of the university, through scholarships in sectors, because we have gaps in agriculture and any kind of sector. So I was wondering if there is any possibility that at least excellence scholarship a program can be put in place between the two countries. Yes, that was my idea when you were talking. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur. Une intervention très intéressante parce que la RDC a également un programme de renforcement de capacité de deuxième génération qui justement soulève toutes ces questions. Je pense que c'est une opportunité. Le mois prochain, il y a une table ronde qui est prévue dans ce cadre, parce que je ne suis pas seulement directeur de cabinet du ministre du Plan, je suis également coordonnateur du secrétariat national pour renforcement de capacité. Donc, je salue vraiment cette intervention parce que c'est une opportunité pour financer notamment le développement de capital humain. Il faudrait le renforcer pour que nous puissions faire face à tous les défis à travers notamment les questions de bourse. Ça nous permettra d'avoir des jeunes qui viennent ici et qui développent la technologie, et nous pouvons justement importer la technologie et nous approprier de la technologie et du modèle de votre pays. Merci. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas s'il y a une question. Il y a une question au fond. Il y a deux. Oui, 1, 2, 3. Merci. On commence par le fond. Micro. On peut commencer par ici, c'est plus proche. Merci. Moi, c'est M. Nkoulou, Roger. Alors, je voudrais poser la question à leurs excellences, Monsieur le Gouverneur. Monsieur le Gouverneur, je vous ai bien suivi. Je voudrais savoir comment est-ce que vous intégrez vos plans de développement, n'est-ce pas, au plan de développement du pays, donc du gouvernement central. Parce que le développement de la RDC a un problème d'intégration. Je me dis, comment est-ce que vous pensez intégrer vos programmes au programme national? Parce que, à ce jour, nous avons un problème sérieux de voies de communication. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, pour les routes, vous ne savez pas écouler la majorité de votre production dans d'autres centres ou bien dans d'autres provinces. Alors, je voudrais savoir comment est-ce que... Parce que si vous... Aucune province ne peut travailler dans l'autarcie. Parce que si vous produisez, vous ne savez pas écouler ce que vous produisez, entre provinces, c'est un problème sérieux. Alors, je voudrais un peu savoir comment est-ce que vous pensez intégrer vos programme national. Merci. Je propose qu'on ramasse les deux autres questions. Comme ça, on va clôturer en une fois. Leurs excellences vont répondre. Est-ce qu'on peut avoir... Oui, madame, allez-y. Merci, je suis Madame Nora Nkumbi. Ma question, en fait, parle de la cérémonie d'ouverture.
il avait été mentionné que on voudrait diversifier l'économie, ou disons diversifier les moyens de développer nos différentes économies, en incluant particulièrement la jeunesse. Alors, ma question vient à dire ceci. J'ai entendu les gros montants qui ont été mentionnés et les gros départements ou la grande importance qu'il y a particulièrement dans l'agriculture, les minerais, etc. Est-ce que dans le plan de développement de nos provinces, ou de vos 6 provinces, Excellence, vous prévoyez l'investissement des jeunes avec des capitaux moins grands que les plus grands capitaux que les Émirats peuvent nous apporter, ou bien de quelle manière la jeunesse peut intervenir dans le plan de développement avec les Émirats? Merci. Oui, il y avait une dernière question au fond. Au fond, là, on ramasse le 3 et puis on va clôturer. Bonjour, je m'appelle M. Mavungu, je suis responsable de la diffusion de l'information au ministère de Mines de la RDC. J'interviens juste à titre de complément d'information. Nous avons tous suivi hier l'intervention de son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce, qui a fait allusion aux 2 projets pour lesquels la RDC a signé de partenariat avec les Émirats arabes unis. Parmi ces projets, il y a la traçabilité de l'or issu de l'exploitation artisanale. Je voudrais dire que ce problème, comme vous le savez, est très très important pour notre pays parce que ça fait plus de décennies. La quasi-totalité de la production d'or n'est pas retracée. Son Excellence a fait allusion au projet Primera Gold qui a commencé dans notre pays. Je voudrais dire que c'est un projet très 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 important pour notre pays parce que, comme vous pouvez vous le rendre compte, depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'avril, la RDC a exporté officiellement plus de 400 kilos d'or. Donc, vous pouvez vous rendre compte que, pour le moment, nous pouvons très bien suivre les mouvements des exportations de l'or issu des productions artisanales. Parce que l'industriel, ça, il n'y a pas de problème, c'est Kibali Gold qui assure la production. Ça, c'est de 1. De 2. Est-ce qu'on peut atterrir rapidement? Nous avons une contrainte de temps. Merci, je vais être très bref. Merci. Le deuxième problème, c'est, je voudrais, dans le cadre de différents projets que les provinces vont devoir élaborer, car comme vous le savez, avec l'avènement du code minier, le législateur a mis en place un service que nous appelons le service géologique national du Congo. Ce service a la mission d'évaluer pour le code de l'État le potentiel minier de la RDC. Nous voulons encourager les gouverneurs de province. Je sais qu'il y en a déjà qui passent par ces services pour obtenir des informations. Merci. Parce que, comme vous le savez, notre potentiel minier n'est pas encore totalement évalué. Donc, je voudrais encourager les gouverneurs de province de passer par ces services pour obtenir des informations concernant le potentiel minier de leurs provinces respectives. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La dernière intervention, comme vous le constatez, c'est un commentaire, c'est une contribution, c'est une recommandation. Donc, il y a au total 2 préoccupations qui ont été soulevées, adressées à leurs excellences gouverneurs. Le pays, il est enclavé. Vous avez des plans de développement de province. Comment ces plans s'arriment au plan global et qu'est-ce que vous mettez en place, notamment sur des questions d'infrastructure, pour essayer de faciliter la connectivité entre différentes provinces dans le cadre des échanges, mais également la deuxième préoccupation, quelle est la place des jeunes dans tous les projets que vous développez pour la promotion des jeunes. Est-ce qu'il y a un gouverneur qui peut apporter quelques éléments? Oui, le gouverneur de Nord-Ubangi. Sud-Ubangi, je m'excuse. Merci beaucoup. Je crois que vous l'avez dit par rapport à la première préoccupation sur l'intégration de programmes de développement provinciaux au programme national de développement. En fait, tous nos programmes
sont validés par le ministère du Plan. C'est-à-dire que quand un programme est conçu, il va au ministère du Plan, il est validé. Ensuite, chaque année, au niveau national, on retient un certain nombre de projets et d'actions à réaliser en province. Donc en cela, nos programmes sont intégrés. Maintenant, c'est vrai que nous avons de réalités. Nous sommes de jeunes provinces pour la plupart. Je crois qu'en dehors de notre collègue du Congo central, nous sommes tous des jeunes provinces. Nous n'avons pas 10 ans d'existence et nous sommes confrontés à des problèmes d'infrastructures routières. Donc, pour me déplacer de chez moi jusqu'à chez mon collègue du Nord Ubangi, sur 300-400 km, on peut parfois mettre toute une journée. Ce n'est pas normal. Et c'est vers ça que nous voulons, c'est sur ça que nous voulons travailler pour que nos provinces soient intégrées. Nous avons parlé ici de projets intégrateurs. C'est vraiment notre vision. Alors, c'est peut-être de grands projets et Madame voudrait savoir si la jeunesse est prise en compte. Mais naturellement, puisque il y a d'un côté la création d'emplois et de l'autre des incubateurs que nous installons pour assurer la formation de nos jeunes. Nous avons beaucoup de jeunes et il faut les utiliser. Mais c'est quand un projet est réalisé que l'on peut créer des emplois. De projets à dimension humaine, donc à dimension de la jeunesse, oui, il en existe. Nous ne pouvons pas évoquer tous les projets ici. Nous avons évoqué les grands projets qui sont structurants, qui peuvent impacter rapidement sur le reste. Et c'est vraiment ça que nous sommes venus faire ici. Mais il y a de petits projets sur lesquels nous pouvons travailler avec les jeunes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur. Avec ces éléments, je crois que l'essentiel a été dit. Nous sommes bien contraints d'arrêter par là parce que nous avons épuisé notre temps. Le reste, nous allons discuter dans le couloir ou même à d'autres événements. Comme on l'a annoncé, demain, il y aura des B2B pour quelques gouverneurs qui vont rester sur place. Ils sont là pour apporter peut-être d'autres détails sur certaines questions qui vont être posées. À présent, nous allons passer à la phase de clôture et il y a quelque chose qui est prévu, un cadeau que le gouvernement de la RDC voudrait remettre par le bon soin de son Excellence Madame l'ambassadeur de la RDC ici. C'est le cadeau qui a été préparé par le ministre provincial et le ministre national du commerce extérieur. Nous les convions à bien vouloir s'approcher avec le représentant du ministre du commerce des Émirats arabes unis pour la remise de ce cadeau symbolique qui montre notre amitié et notre mariage avec ce beau et grand pays que nous aimons, auprès de qui nous sommes très inspirés. Merci. Est-ce que nous pouvons acclamer pour... Voilà. Donc, nous voyons là les deux drapeaux. Nous sommes ensemble pour un mariage qui va durer très longtemps et avec l'échange des valeurs, de la technologie, des richesses, des opportunités, ça permettra un partenariat gagnant-gagnant pour que la RDC également puisse tirer profit de tout ce qui va être fait. Merci.